Deuxième conférence germano-africaine, le président du Faso Rochmark Christian Kaboré a pris part à Berlin en Allemagne à la conférence du G20 sur l'initiative de Compact with Africa. À cette occasion, des échanges ont eu lieu entre le président Rochmark Christian Kaboré et des autorités allemandes, dont le président fédéral Frank Walker et la chancelière allemande Angela Merkel. Quelles sont les attentes du Burkina Faso dans la mise en œuvre de ce compact? La réponse dans ce journal. Bienvenue chers toutes et tous, merci de nous suivre. Renforcement des capacités et échanges avec les membres du gouvernement à l'occasion de la conférence annuelle avec les chefs de circonscription administrative, les 13 gouverneurs de région, les 45 hauts commissaires de province et les 350 préfets de département. La rencontre a eu lieu dans la capitale politique ici à Ouagadougou. Le récit sous l'ouverture de la conférence avec Odette Zoengena, Yannick Kaboré. Le Burkina Faso traverse une page sombre de son histoire avec les attaques terroristes et toutes ses corollaires. Les gouverneurs de région, les hauts commissaires de province et les préfets des départements, en tant que garants du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, sont témoins de tous ces faits. Face à la gravité de la situation, un échange entre le gouvernement et ses chefs de circonscription administrative devient plus que nécessaire, d'où l'urgence de la tenue de cette deuxième édition de la conférence annuelle des chefs de circonscription administrative. Vous, dépositaire de l'autorité de l'État, garant du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, vous êtes davantage interpellé par cette situation, car étant au cœur de l'exercice de la puissance publique et au quotidien. C'est pourquoi vous ne devez pas perdre de vue que vous êtes les acteurs clés dans la lutte contre l'hydre terroriste. Vos actions concertées avec celles des forces de défense et de sécurité permettront donc de convaincre nos vaillantes populations de s'engager aux côtés du gouvernement pour une lutte sans concession contre le phénomène du terrorisme. Tout en reconnaissant ici les efforts inlassables des chefs de circonscription administrative dans la gestion quotidienne des conflits, dans la coordination des services publics et dans la mobilisation des populations autour de la mise en œuvre des politiques publiques, je voudrais vous en féliciter solennellement et vous exhorter à prendre des initiatives nouvelles dans le sens des actions de cohésion sociale et de résilience locale. Ces dépositaires de l'autorité de l'État échangeront de vive voix avec le Premier ministre et le reste des membres du gouvernement. Les discussions porteront d'une part sur le rôle des CCA dans le maintien de l'ordre et d'autre part sur les difficultés rencontrées par ces CCA dans leur mission d'exercice de la puissance publique et de défense civile. Ce qui justifie sans nul doute le choix du présent thème de la conférence, rôle des CCA face aux défis sécuritaires. À l'issue des travaux, les chefs de circonscription ont formulé des doléances à l'égard du chef de gouvernement qui a procédé à la cérémonie de clôture des travaux. Le point avec Jonas Tondé, Delphine Banissi. Rôle des chefs de circonscription administrative face aux défis sécuritaires, c'est sous ce thème que s'est tenue ce vendredi la conférence annuelle des chefs de circonscription administrative qui sont les gouverneurs de région, les hauts commissaires de province et les préfets de département avec le gouvernement. Cette grande crème de l'administration publique qui s'est réunie dans la capitale a abordé plusieurs sujets entrant dans le cadre de la sécurité des populations. Ainsi, selon le représentant des gouverneurs, le colonel Nikiema, l'action des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme dans les régions est à saluer. En outre, il a ajouté que les populations ont accueilli avec grande joie le recrutement des volontaires pour le front lancé par le chef de l'État, Rochmark Christian Kaboré. Ainsi, les chefs de circonscription, par la voix de leurs représentants, ont émis quelques doléances au terme des travaux.
Il s'agit essentiellement de la reconnaissance effective de la délégation du pouvoir étatique qui leur est conférée, l'augmentation des crédits alloués au fonctionnement de leurs services, la sécurisation de leur résidence et bien d'autres. Nous sommes venus présenter les difficultés que nous avons dans l'exécution de nos missions et aussi traduire l'état d'esprit des populations de nos régions respectives en ce moment difficile que traverse notre pays. Bon, ce sont des difficultés organisationnelles, ce sont des difficultés liées même à l'application des lois et règlements qui ont été pris il y a longtemps et qui ne sont pas encore appliqués concrètement, qui font que ça réduit considérablement les possibilités d'action des gouverneurs et des chefs de circonscription administrative. Et le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré de s'engager à donner à ses représentants de l'État au niveau décentralisé les moyens de se faire respecter afin d'exercer pleinement leur autorité. Cependant, le chef du gouvernement a donné également 3 principes qui devraient guider les chefs de circonscription administrative dans leur rôle. Ce sont la responsabilité, la sérénité et la rigueur. Je tiens absolument à féliciter nos gouverneurs, nos préfets, nos hauts commissaires qui, malgré l'adversité que connaît notre pays, continuent de rester debout pour représenter l'autorité de l'État là où ils ont été affectés. Et je pense que c'est très bon pour nous. C'est également bon de leur rappeler les missions régaliennes qui doivent être celles des chefs de circonscription administrative. Ils participent à l'autorité de l'État, donc ils participent à la décision gouvernementale. Ils doivent pouvoir rester forts et donner les orientations nécessaires pour que l'on combatte tous les maux qui minent aujourd'hui notre administration et minent le développement, compromettent le développement économique et social de notre pays. Nous avons dit que nous allons travailler à renforcer leur sécurité au niveau du terrain. Nous avons dit qu'à travers le programme d'urgence Sahel, nous allons aider à reconstruire les résidences et à mettre des clôtures là où il faut mettre des clôtures. Le ministre de la Sécurité a dit qu'il va travailler à faire en sorte que des ressources humaines puissent être disponibilisées pour assurer la sécurité physique des chefs de circonscription administrative. Le ministre de la Sécurité et la ministre déléguée chargée du budget ont chacun apporté des éléments de réponse aux questions qui leur concernaient. Les conclusions de cette rencontre seront remises à qui de droit, pouvoir, loi et service, ce que de droit, selon le jargon des administrateurs. Le président du Faso a pris part à Berlin, en Allemagne, à la conférence du G20 sur l'initiative de Compact with Africa. Le Compact regroupe 12 pays africains, dont le Burkina Faso. Rochman Christian Kaboré a également accordé des audiences à des partenaires au développement et échangé avec les autorités allemandes, dont le président fédéral Frank Walker et la chancelière Angela Merkel. Au cours des travaux de la conférence, le président du Faso a présenté un modèle de partenariat réussi entre le Burkina Faso et une entreprise allemande. Le président Rochman Christian Kaboré livre ici les attentes du Burkina Faso dans la mise en œuvre du Compact. Nous avons montré que dans les pays du Sahel, malgré les efforts que nous faisons pour améliorer le climat des affaires, il y a quand même la question de la sécurité qui est une question importante, qu'on ne peut pas négliger, parce que la sécurité, c'est d'abord la base de tout investissement dans un pays. Il est évident que, comme tous les autres pays, nous sommes engagés parce que la sécurité, le développement, la sécurité et l'investissement, c'est des choses qui s'adossent. Et nous ne pouvons pas dire on va attendre la sécurité avant d'investir ou on va attendre les investissements avant de faire la sécurité. Donc, il faut que nous ayons le courage de continuer à travailler dans le sens de pouvoir faire les investissements où nous pouvons les faire, de manière à soutenir ce pays pour un retour à la paix. Parce que tout cela, c'est création d'emplois, c'est création de richesses, c'est des choses qui concourent à améliorer les conditions de vie des populations et certainement à baisser également la pression que nous pouvons avoir dans les différents pays. Et je dois dire que la question sécuritaire a été également au centre de ces discussions-là. Et nous avons dit qu'il est important qu'entre les pays de ce G20, en particulier les Allemands et l'Afrique, il y ait beaucoup plus de visites pour mieux se connaître. Parce que, évidemment, comme vous le savez, le secteur privé allemand regardait de très loin l'Afrique. Or, aujourd'hui, l'Afrique, c'est un potentiel. C'est plus d'1 milliard de population, de marché. C'est une zone de libre-échange qui a été mise en place. Donc, il y a tout un travail de structuration qui est fait au niveau du commerce africain. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que l'avenir,
malgré les difficultés aujourd'hui, ce sera l'Afrique. Et donc, de ce point de vue-là, ça a été un moment de plaidoyer collectif entre aussi bien les pays africains qui étaient là, même si nous avons des projets individuels, mais également, je dirais, l'Union africaine, qui était représentée par son président et le président de la Commission de l'Union africaine. Au niveau de la chancelière, nous avons eu des discussions aussi bien sur la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Burkina Faso, et les engagements que nous avons pris ensemble de 2018 à 2020, et la prochaine rencontre que nous aurons très bientôt pour formuler notre programme à venir. Nous nous sommes réjouis de la signature d'un accord de coopération militaire entre l'Allemagne et le Burkina Faso il y a de cela quelques semaines à Ouagadougou, et de l'engagement qui est pris aussi bien sur 2020 que sur 2021-2024 pour aider les forces armées burkinabées par la République fédérale d'Allemagne. Puis nous avons un long débat sur les questions sécuritaires dans le Sahel, en tant que président du G5 Sahel, où nous avons montré que la situation est préoccupante et que nous avons besoin que nous puissions faire en sorte que, je dirais, le partenariat pour le développement et la sécurité au Sahel ne soit pas un partenariat en plus. Et que nous puissions faire en sorte que ce ne soit pas non plus une fuite en avant, mais que ce soit fondé sur des réalités d'activités qui seront menées, et contrairement à la première expérience que nous avons pu avoir sur la mise en place du G5, de la force conjointe du G5 Sahel, qui continue à faire, je dirais, couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, il s'agit de renforcer la sécurité intérieure, gendarmerie, police. Il s'agit de renforcer également toutes les questions qui sont relatives, je dirais, à la justice, et également travailler à renforcer et à aider le retour des populations sur leurs sites une fois ces sites sécurisés. Nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire pour parler de e-commerce. Le commerce électronique semble prospérer en Côte d'Ivoire. Selon les projections, le e-commerce devrait rapporter 75 milliards de dollars d'ici l'an 2025 et attirer quelques 600 millions de clients. On découvre cela dans ce dossier signé Business Africa. Jumia fait partie des entreprises qui mènent la danse dans le secteur de l'e-commerce en Côte d'Ivoire et elle semble résister là où d'autres ont échoué, les plus récentes étant AfriMarket et Yatou. Créé en 2013, AfriMarket avait réussi à se positionner en spécialiste du cash to goods avec des clients en France et en Afrique. Et pour Yatou, l'aventure a pris fin après 3 ans sur le marché ivoirien. La start-up qui revendiquait la 2e place derrière Jumia a évoqué comme AfriMarket des difficultés de fonds pour poursuivre son développement. Ajouté à ces entreprises, Kerawa et Africa Shop ont également cette année fermé boutique. Un coup dur à un secteur pourtant considéré comme prometteur. L'agence de conseil numérique internationale McKinsey et compagnie indiquait dans une étude que d'ici 2025, le commerce électronique pourrait représenter 10% des ventes au détail des plus grandes économies africaines et que le marché pèsera 75 milliards de dollars pour 600 millions de consommateurs. En attendant d'y arriver, les défis restent nombreux, notamment le taux de pénétration d'Internet, la bancarisation des populations et l'adressage. Washington et Pékin s'opposent sur l'avenir de Hong Kong. La mobilisation des contestations dans l'ex-colonie britannique depuis plus de 5 mois a basculé la semaine dernière dans une phase beaucoup plus radicale et violente. Au même moment, l'inquiétude monte face à une intervention chinoise dans un climat tendu avec Washington. L'université polytechnique, toujours cernée par les forces de police. Certains manifestants quittent le campus sous escorte de secouristes. À l'intérieur, des dizaines de cocktails Molotov et ce message SOS. Les vivres s'amenuisent alors que le siège s'éternise, mais pas question pour les derniers protestataires de se rendre. Cela fait 5 mois déjà, et peut-être qu'il faut encore qu'on en passe par quelques jours difficiles à vivre, et on trouvera peut-être une voie de sortie. Si l'exécutif promet de ne pas arrêter les mineurs, les majeurs, eux, risquent des poursuites pour participation aux émeutes. Une infraction passible de 10 ans de prison à Hong Kong. Depuis le début du siège de l'université, 700 personnes auraient été inculpées. Mais les manifestants pro-démocratie peuvent se prévaloir d'un soutien et de taille, le Congrès américain. Ce mercredi, la Chambre des représentants a adopté une résolution pour soutenir les droits de l'homme et la démocratie et menace de suspendre le statut économique de Hong Kong accordé par Washington.
Nous sommes fiers de voter cette loi proposée par le Sénat pour suspendre les ventes de munitions dangereuses à la police de Hong Kong. Le président américain doit encore signer le texte pour qu'il rentre en application, mais la Chine menace de représailles en pleine guerre commerciale avec Washington. Nous conseillons aux États-Unis de reconnaître la situation, de ne pas signer cette loi et d'arrêter d'interférer dans les affaires de Hong Kong ou de la Chine. Si les États-Unis continuent d'agir en cavalier seul, la Chine prendra les mesures nécessaires pour se défendre. Les manifestants dénoncent l'ingérence de Pékin dans les affaires internes de Hong Kong et réclament le suffrage universel pour tous les scrutins, ce que refuse toujours Pékin. De l'élevage dans ce journal, au Sahara occidental, l'élevage de dromadaires procure des revenus substantiels. C'est du moins le cas de Habiboula Dlimé qui élève son troupeau de dromadaires pour le lait, la viande et la course. On découvre cela à travers ce dossier. Au cœur du désert d'Oud Haidbab, près de la côte atlantique du Sahara occidental, Habiboula Dlimé élève son troupeau de dromadaires pour le lait, la viande et la course à l'ancienne dans la tradition de ses ancêtres. L'élevage intensif de dromadaires gagne du terrain dans d'autres pays arides comme l'Arabie saoudite, ce qui fait l'objet de quelques études des autorités marocaines. Les chameaux, c'est quelque chose qui commence à être connu par le monde. Vu la qualité, et les bienfaits de sa chair, et de sa viande et de son lait. Il devient l'un des animaux les mieux commercialisés au niveau de notre pays, qui est le Maroc. L'élevage de chameaux, en particulier pour participer à des courses, demande un peu plus d'efforts, car aller chercher de l'eau et des pâturages dans le désert est une rude épreuve. Quand le fermier achète du forage et de l'eau pour son bétail, ce sont les deux choses les plus difficiles. Ici au Sahara, l'eau et les puits sont rares et les réservoirs sont trop chers. Darkla peut se vanter d'avoir le plus grand nombre d'éleveurs de chameaux au Maroc. Cependant, la ville n'accueille pas de compétition de course de chameaux qui pourrait améliorer l'agriculture. Mais Dlimé peut se féliciter de son travail car ces animaux ont pour certains déjà gagné des courses. Moi j'ai eu la chance d'avoir des chameaux qui sont déjà, alhamdulillah, 8 fois champions. Et c'est un privilège. Parce qu'en parlant de Habiboula Dlimé dans la course, tout le monde a peur de moi parce que j'ai les meilleurs coureurs. L'activité a autrefois été pratiquée dans le cadre d'un système agricole durable. Avec la civilisation et la technologie, l'élevage des chameaux devient de plus en plus commercial au Sahara occidental. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été inculpé hier jeudi dans 3 affaires différentes pour corruption, fraude et abus de confiance. Devant sa résidence à Jérusalem, les pro et anti-Netanyahou manifestent alors que le premier ministre considère cette mise en examen comme un coup d'État. Des deux côtés de la rue, ils s'affrontent à coups de slogans. Quelques heures après la mise en examen du premier ministre israélien, c'est devant sa résidence à Jérusalem que des pros et anti-Netanyahou se sont rassemblés. Monsieur Netanyahou dirige une organisation criminelle. Peut-être qu'il sera acquitté au tribunal et qu'il reviendra comme un roi, mais pour le moment, il doit se présenter devant la justice et rendre des comptes sur ses accusations. Il dit qu'il est innocent et que les procureurs sont les méchants dans cette histoire. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est lui le méchant. Une inculpation qualifiée de tentative de coup d'État par le chef du gouvernement, dont les partisans refusent le départ. Les avocats et les autorités israéliennes ont décidé qui serait Premier ministre et qui ne le serait pas. Ils ont pris le pays, ils nous ont tout pris. La date de la première audience n'a pas été fixée et comme cela va prendre beaucoup de temps, il peut rester Premier ministre longtemps. Des manifestations, symboles de la division qui règne dans le pays entre une droite de plus en plus conservatrice et une gauche qui n'a cessé de perdre du terrain.
Cette mise en examen ne contraint pas Netanyahou à quitter ses fonctions. Le Premier ministre israélien a d'ailleurs immédiatement réagi en promettant de ne pas démissionner et de lancer au contraire une enquête sur les enquêteurs. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un chef de gouvernement en exercice est mis en examen. Et c'est la fin de notre rendez-vous d'information de la semaine. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.